Jim Carrey, avec un tatouage dans le dos, qui se tape une meuf dans un appart miteux et qui mime en plus le fait de la poignarder. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, le nombre 23, réalisé par Joel Schumacher. Alors même si le bougre est surtout connu pour ses deux Batman, dont un plutôt passable et un autre, oulala quelle horreur, qu'est-ce que je viens de voir, le gars nous a quand même proposé quelques petites pépites qui valent le coup comme le huis clos cabine téléphonique Phone Game, ou encore l'incontournable Chute libre avec Michael Douglas. Et si jamais vous ne connaissez pas Chute libre, je vous conseille d'aller voir la scène du petit déjeuner qui est disponible sur YouTube. Je pense que ça devrait vous rappeler quelque chose. Chez Schumacher, on a du bon, du moins bon, du très mauvais, du totalement inclassable, et le nombre 23 fait partie de ces films dont on a du mal à dire s'ils sont bons ou mauvais. Enfin si, techniquement il est pas terrible, mais on va entrer un petit peu plus dans le détail. Le nombre 23, c'est la descente dans la paranoïa de Walter Sparrow, américain moyen avec une vie de famille bien rangée, un boulot à la fourrière qu'il n'aime pas plus que ça, et qui s'ennuie dans sa vie. Mais un beau jour, Walter se laisse séduire par l'idée que tout a une destinée, et qu'une action peut en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre. Destinée qui aurait commencé le soir où il a refusé les avances de sa collègue de travail, qui pour se venger lui demande d'aller récupérer un chien errant du nom de Ned 5 minutes avant la fin de ses heures de boulot, le mettant en retard pour son rendez-vous avec sa femme pour sa soirée d'anniversaire, qui décide alors d'entrer dans une librairie pour acheter un livre qu'elle trouve intéressant. C'est quand même un sacré enchaînement. Et ce livre s'intitule Le nombre 23. Il raconte l'histoire de Petit Tout, un détective qui croise le chemin d'une jeune blonde suicidaire lors d'une enquête. Cette dernière lui explique que depuis toute petite, elle est poursuivie par le nombre 23, qu'elle retrouve sur sa date de naissance, sa carte d'identité, etc. Petit Tout tente de la raisonner mais sans succès, le nombre est plus fort. Le détective se rend compte que lui aussi retrouve souvent le nombre 23 dans sa vie. Au fil de ses lectures, Walter va également voir ce nombre partout. Date et âge de rencontre avec sa femme, adresse postale, prénom, Walter devient complètement parano. C'est fou ce qu'un nombre peut avoir comme effet. Moi je vois 13h13 à chaque fois que je regarde l'heure, et je me porte parfaitement bien. Mais les choses vont devenir sérieuses quand le livre va mettre Walter sur la piste d'un meurtre qui n'a jamais été totalement élucidé, et qui a laissé un innocent en prison. Walter va alors embarquer sa famille dans une chasse à l'homme pour retrouver l'auteur du livre qui posait toutes les réponses à ces questions. Comment connaît-il autant sa vie? Qu'est-ce que le nombre 23? Est-il le meurtrier recherché? Est-ce que mettre des chaussettes dépareillées c'est tendance? Oh là là, est-ce qu'on va avoir toutes les réponses à ces questions? Oui. À part pour les chaussettes dépareillées. Évidemment. Malheureusement, le nombre 23, en tentant de jouer la carte du thriller film noir parano, arrive difficilement à décoller pour réellement entraîner le spectateur. Scénario simple, personnage facilement prévisible, le nombre 23 ne transpire pas par l'originalité. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, il y a quelque chose qui se dégage. Un sentiment de malaise, la sensation que quelque chose n'est pas là où il devrait être. Un décalage. Et cet effet, c'est Jim Carrey qui nous l'apporte. Ah bah faut bien quelque chose pour sauver les meubles, hein, et pour le coup, il le fait pas trop mal. Jim Carrey, difficile de ne pas le connaître tant il a marqué les comédies américaines depuis une bonne vingtaine d'années. Entre The Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, Yes Man, Food Irene ou plus récemment Sonic, difficile de ne pas trouver un film dans lequel Jim Carrey n'est pas une pile électrique qui gesticule dans tous les sens. Mais de temps en temps, on le retrouve dans un rôle plus dramatique, comme avec The Truman Show ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais ce qui caractérise surtout Jim Carrey dans ses films, ce sont les rôles qui lui sont proposés. Rôles qui reposent essentiellement sur la dualité entre le corps et l'esprit, qui mène à une transformation. Dans The Mask, le gentil Stanley Hipkins devient l'incontrôlable Masque Vert. Dans Man on the Moon, le comédien absurde Andy Kaufman crée le personnage controversé de Tony Clifton. Dans Batman Forever, Edward Nygma devient l'homme mystère. Et dans Food Irene, Charlie, policier ultra passif, développe une deuxième personnalité beaucoup plus maléfique sous le nom de Hank. Avec ses rôles, Jim Carrey joue beaucoup sur les pulsions refoulées qui en font surface, en particulier du point de vue sexuel. En partant d'un personnage souvent asexué, timide, mal dans sa peau, on arrive souvent à un obsédé du cul que personne ne peut contrôler. Belle image pour la jeunesse, bravo! Vous avez vu ce que ça a donné? Je comprends enfin ma vie. Et s'il y a deux personnalités pour un personnage, il y a également une frontière qui les sépare. Et cette frontière va principalement jouer sur le rire d'un côté et le cauchemar de l'autre. Et la perception qu'on en aura va principalement dépendre du ton du film. Un simple changement de ton et le personnage qui fait rire devient un cauchemar pour tous les spectateurs. Allez, on va prendre un petit exemple tout bête. The Mask. Sorti en 1994, The Mask raconte l'histoire de Stanley Hipkins, un bon gros loser qui trouve un masque qui, une fois porté, le transforme en personnage cartoonesque, sans inhibition, prêt à venger Stanley de tous ceux qui ont profité de sa gentillesse. Et pour le coup, on est donc dans une bonne grosse comédie familiale, donc le masque, c'est un personnage rigolo. Mais si on regarde les comics dont est adapté le film, on a une vision beaucoup plus cauchemardesque du personnage, qui n'hésite pas à utiliser la violence pour servir ses propres intérêts, parfois même en se rangeant du côté des méchants, comme avec le Joker. Imaginez
Imaginez si le film n'avait pas été une comédie, mais un film d'horreur. Ça n'aurait pas fait tchic tchic boum, tchic tchic boum, tchic tchic boum. Digging. Et le nombre 23, c'est la version paranoïaque des rôles de Jim Carrey. Cette fois-ci, on retrouve cette dualité dans un thriller où le personnage principal s'enfonce petit à petit dans la démence à cause d'un nombre. Et à ce niveau, on pourrait presque le rapprocher de Jack Torrance dans Shining. Tout comme Jack Nicholson jouait un brave père de famille qui se laisse petit à petit entraîner par les fantômes de l'Overlook, Jim Carrey est un père de famille qui perd le contrôle à cause d'un événement jugé surnaturel. Afin de marquer cette dualité à l'écran, Joel Schumacher décide de mettre en scène certains passages du livre. Mais plus que de simples illustrations, ces scènes sonnent comme un fantasme pour Walter. Schumacher dépeint un monde qui joue beaucoup plus sur les contrastes des lumières. Le blanc devient éclatant tandis que le noir est davantage ténébreux. Et comme par hasard, on retrouve Matthew Libatic à la photographie, et son style est assez reconnaissable, comme dans Requiem for a Dream, Gothica, ou même plus récemment Birds of Prey. Les jeux de lumière, lui, il kiffe ça. Le monde de Petitou apparaît comme étant plus vif que celui de Walter, plus crade, plus cabossé, il a du vécu, ce qui le rend beaucoup plus exaltant. Donc au final, est-ce que le nombre 23 c'est pas juste un gars qui s'identifie beaucoup trop au personnage d'un livre? Et la question peut réellement se poser. Plus le temps passe, plus Walter s'enfonce dans son délire. Les avertissements de sa femme et de son ami psychologue se transforment en menaces, et même pire, en suspicion. Poursuivi par un nombre maudit, Walter et sa famille auraient pu trouver une fin tragique. Mais malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi, le scénario prend un virage vers la moitié du film pour redevenir un thriller bien plus conventionnel. En particulier quand le film essaie de nous montrer à quel point le nombre 23 peut être partout, jusqu'à créer des incohérences dans le scénario. Par exemple, il y a une scène où Walter dit qu'ils habitent au 1814, donc 1 plus 8 plus 14 égale 23. Mais pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas le 1 et le 4 ? Parce que 1 plus 8 plus 1 plus 4, ça fait 14. Donc, nique la logique du scénario. Mais pourtant, tout du long, il y a quelque chose qui subsiste. Jim Carrey arrive à lui tout seul à maintenir la barre sans avoir besoin de surjouer la folie pour retenir le spectateur. Ici, impossible de déformer son visage, de se contorsionner dans tous les sens pour montrer le combat intérieur que mène Walter. Jim Carrey semble beaucoup plus calme, plus apaisé, et c'est probablement ça qui rend son personnage plus dérangeant. A noter que contrairement à d'habitude, ce n'est pas Emmanuel Curtil qui le double, mais Thierry Hansis, avec une voix plus grave et plus posée, même si on peut remarquer, par moments, qu'il tente d'imiter Emmanuel Curtil. Et du coup, la VF intensifie davantage ce côté dérangeant, les spectateurs sont perdus. Il y a un gars qui a la tête de Jim Carrey, il a un tatouage dans le dos et il se tape une femme dans un appart. Ça n'a pas vraiment de sens, ça fait un peu tâche dans sa filmographie, mais au moins, on risque pas de l'oublier. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse, je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo va sortir et surtout, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez, vous, du nombre 23. Ça peut m'intéresser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, ciao ciao!